Je m'appelle Bethany Baker. J'ai 31 ans. Le matin de mon mariage, je suis entrée dans une église avec 120 sièges vides et un message vocal de ma mère qui racontait à la moitié de la ville que j'étais mentalement instable. Elle avait appelé chaque invité, absolument chacun. Entre 22 heures et 2 heures du matin, ma mère s'est assise à sa table de cuisine avec une copie imprimée de ma liste d'invités et a composé 120 numéros. Elle leur a dit que le mariage était annulé. Elle leur a dit que je faisais une dépression. Elle leur a dit de rester chez eux. Mon père a envoyé un seul message. Un seul. Rentre à la maison. Aucune de mes filles n'épouse qui que ce soit sans ma permission. Je me tenais dans cette église, pieds nus, une housse à vêtements sur l'épaule, fixant des rangées de chaises désertes. Le fleuriste avait déjà installé les arrangements. Des pivoines blanches, mes préférées. Elles sentaient comme une promesse que personne n'était venu tenir. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro, et ce qui s'est passé dans les 60 minutes suivantes a tout changé. Pas seulement le jour de mon mariage, mais qui je suis. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines avant le mariage, à la nuit où ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu le regretteras ». Millbrook, en Géorgie, a une population d'environ 8000 habitants. Le genre de ville où votre facteur connaît le nom de votre chien et où votre banc de l'église le dimanche porte les initiales de votre famille gravées dans l'accoudoir. Si quelque chose se passe à la poste le lundi, l'église baptiste en a entendu parler le mercredi. Ma mère, Diane Holloway, s'épanouissait dans cet écosystème. Elle organisait la vente de pâtisseries de l'église chaque printemps. Elle déposait des gratins quand le mari de quelqu'un tombait malade. Elle était bénévole pour le conseil scolaire même après que j'ai obtenu mon diplôme. Tout le monde à Millbrook connaissait Madame Holloway comme la femme qui donnait, donnait et donnait. Ils ne la connaissaient pas à la maison. À la maison, ma mère décidait de ce que je portais jusqu'à mes 16 ans. Elle lisait mon journal intime et me citait des passages pendant nos disputes. Elle choisissait mes amis, mes activités extrascolaires, ma spécialisation universitaire, jusqu'à ce que je passe aux soins infirmiers dans son dos en 2e année, et elle ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Ma mère ne m'a pas élevée, elle m'a façonnée. Quand je me suis fiancée à Marcus il y a 2 ans, je l'ai appelé depuis notre cuisine, les mains tremblantes, la voix joyeuse. J'ai dit « Maman, Marcus m'a demandé en mariage. » 4 jours de silence. Pas d'appel, pas de message, rien. Le 5e jour, elle a téléphoné. Sa voix était monocorde. « J'espère que tu sais à quoi tu renonces. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit « Ta liberté, Bethany, les hommes la prennent. » Je lui ai dit que Marcus n'était pas comme ça. Elle a ri, un rire bref, sec, comme une allumette qui ne prendrait pas. Après cela, elle a accepté d'aider pour le mariage. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer au début. La couturière a appelé pour confirmer un style de robe que je n'avais jamais choisi. Le lieu de réception a posé des questions sur un changement de date que je n'avais jamais demandé. De petites choses, de minuscules décalages. À l'époque, je pensais que c'était le pire qu'elle ferait. Je n'avais aucune idée qu'elle passait des appels téléphoniques depuis des semaines. J'ai rencontré Marcus Weber l'été de mes 27 ans. Il était sur le toit de Ruth Pétion, notre ancienne voisine, remplaçant gratuitement les bardeaux parce que Ruth avait mentionné à l'église que les siens fuyaient. J'ai apporté 2 bouteilles d'eau. Il est descendu, en a pris une et a dit « Je suis Marcus, je construis des choses. » 4 ans plus tard, je ne peux toujours pas trouver une meilleure façon de le décrire. Marcus construit des choses, des maisons pour habitat pour l'humanité, des étagères pour notre cuisine, des plans pour quand le monde s'écroulera. Il est calme. Il ne se donne pas en spectacle pour qui que ce soit. Et ma mère a détesté cela dès le début. La première fois que Marcus est venu dîner chez mes parents, ma mère avait mis 3 couverts au lieu de 4. Quand je l'ai fait remarquer, elle a dit « Oh, j'ai oublié, ton ami nous rejoint. »
Marcus a tiré une chaise du couloir, s'est assis et a dit « Le bénédicité » quand mon père l'a demandé. Le deuxième dîner fut pire. À mi-chemin du rôti de bœuf, ma mère a posé sa fourchette et a regardé Marcus droit dans les yeux. « Alors, Marcus, quand comptiez-vous nous demander la permission ?» La table devint silencieuse. Mon père mâchait lentement. J'ai ouvert la bouche, mais Marcus a répondu le premier. J'ai demandé à Bethany. C'est elle que j'épouse. Ma mère sourit d'un air tendu, contrôlé, le genre de sourire qui est en réalité une porte qui se ferme. Eh bien, je suppose que c'est comme ça que les choses se font maintenant. Mon père fixait son assiette. J'ai découvert des mois plus tard que ma mère avait écrit une lettre au supérieur de Marcus à l'entreprise de construction. Elle lui avait dit que Marcus était peu fiable et potentiellement malhonnête. Son patron l'a convoqué, perplexe. Marcus a géré cela discrètement. Il ne me l'a même pas dit avant que je ne trouve la lettre dans un tiroir. Cela aurait dû être mon signal d'alarme. Ça ne l'a pas été. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle finirait par changer d'avis. Voici ce qu'il en est de mon père. Gerald Holloway, que tout le monde appelle Jerry, est la raison pour laquelle je revenais toujours. Quand j'avais 9 ans, il m'a appris à changer un pneu dans l'allée, tandis que ma mère nous observait depuis la fenêtre de la cuisine. Quand j'avais 12 ans, il m'emmenait pêcher tous les dimanches matins, rien que nous deux, et nous restions assis sur le quai pendant 3 heures, parlant à peine. C'était le seul endroit de ma vie où le silence me semblait sûr. Mon père m'aimait. Je n'en ai jamais douté. Mais son amour était assorti d'une condition que je n'ai comprise qu'à l'âge adulte. Il n'existait que dans l'espace que ma mère lui permettait. Quand j'avais 14 ans, j'ai eu un B+ en chimie. Ma mère a décidé que je ne mangerais pas ce soir-là. On ne récompense pas la médiocrité, a-t-elle dit, et elle m'a envoyée dans ma chambre. 1 heure plus tard, mon père m'a apporté un sandwich au beurre de cacahuète à l'étage. Il l'a posé sur mon bureau, m'a serré l'épaule et est parti. Il ne lui a jamais dit un mot. Pas une seule fois. J'ai passé 20 ans à me dire que ce sandwich suffisait, que sa rébellion silencieuse signifiait qu'il était de mon côté, que si je travaillais juste plus dur, si je devenais infirmière, puis infirmière-chef, si j'achetais ma propre maison à 28 ans, ma mère reconnaîtrait ma valeur. Et alors mon père n'aurait plus à me glisser des sandwichs en douce. Il pourrait m'aimer ouvertement. C'était mon angle mort. Je n'avais pas peur de ma mère. J'avais peur de perdre le seul parent qui m'ait jamais donné l'impression d'être chez moi. Marcus l'a vu avant moi. Il n'a jamais forcé, il m'a juste tenu la main et a attendu que je comprenne. 3 semaines avant le mariage, ma mère est venue chez moi sans y être invitée. Elle s'est assise sur mon canapé, a croisé les jambes et a dit « Bethany, je dois te dire quelque chose à propos de Marcus. » Et ce qu'elle a dit ensuite, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait eu le culot. Ma mère a joint ses mains sur ses genoux, comme elle le fait toujours lorsqu'elle est sur le point d'annoncer quelque chose de dévastateur. Calme, posée, comme un médecin posant un diagnostic. « Ma chérie, a-t-elle dit, j'ai vu Marcus dîner avec une autre femme dans le comté de Carroll jeudi dernier. » Mon pouce est emballé. Je détestais que cela se produise. « Qui ?» ai-je demandé. « Je ne connais pas son nom. »« Où exactement ?»« Un restaurant près de la place. »« Quel restaurant, maman ?» Elle a marqué une pause. Une demi-seconde à peine, mais je l'ai senti. Je ne me souviens plus du nom. C'était un de ces petits endroits. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marcus en haut-parleur. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Beth, tout va bien ?»« Étais-tu dans le comté de Carroll jeudi dernier ?»« Oui. Réunion du conseil d'administration d'Habitat au centre communautaire. Pasteur Vert était là. 12 d'entre nous. » J'ai regardé ma mère. Elle n'a pas scié. Son expression n'a pas changé. Elle est restée parfaitement immobile, comme une femme qui regarderait une scène qu'elle aurait déjà répétée. « Eh bien, a-t-elle dit, peut-être me suis-je trompée à ce sujet. » Elle a décroisé ses jambes et les a recroisées. « Mais le fait que tu lui fasses plus confiance qu'à ta propre mère, cela en dit long, Bethany.
Cela dit que je l'ai appelé et que j'ai obtenu une réponse directe en 10 secondes. Sa mâchoire s'est crispée. Tu choisis un homme que tu connais depuis 4 ans plutôt que la femme qui t'a donné la vie. Je choisis la personne qui ne me ment pas. Elle s'est levée, a lissé sa jupe, a marcuché jusqu'à la porte. Tu verras, a-t-elle dit sans se retourner. Quand tout cela s'écroulera, ne viens pas pleurer dans mes bras. La porte s'est refermée d'un clic. Je me suis assise sur mon canapé, le cœur battant la chamade, et je me suis souvenue de quelque chose. Quand j'avais 17 ans, ma mère avait dit à ma meilleure amie Carla que j'avais dit du mal d'elle dans son dos. Carla avait cessé de me parler pendant 1 an. Même scénario, décennies différentes. Je suis restée assise dans ma voiture après son départ. Moteur éteint, l'allée silencieuse. Mes mains tremblaient. Alors je les ai plaquées contre le volant et j'ai fait une liste. Les choses que je perdrais si je continuais à faire semblant que c'était normal. Premièrement, Marcus. Il ne m'avait jamais donné d'ultimatum. Il n'avait jamais dit « c'est moi ou ta mère ». Mais je le voyais. La façon dont ses épaules se crispaient chaque fois que mon téléphone sonnait et que son nom apparaissait. La façon dont il devenait silencieux après les dîners de famille, non pas en colère, juste épuisé, comme un homme qui aurait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Si je continuais à le traîner à travers tout cela, je ne le perdrais pas à cause d'une dispute. Je le perdrais par usure. Deuxièmement, ma propre santé. J'avais des maux de tête qui commençaient derrière mon œil gauche et se propageaient sur mon crâne comme un feu lent. Je ne dormais plus toute la nuit. Mes mains tremblaient quand je voyais son nom s'afficher sur l'écran. Ma thérapeute, celle que je voyais depuis 1 an, utilisait souvent le mot cortisol. Troisièmement, l'avenir. Si nous avions des enfants, et nous en voulions, ils s'assieraient à la table de Diane Holloway. Ils apprendraient que l'amour s'accompagne de conditions, que l'approbation doit être méritée, qu'un B+ signifie que l'on reste affamé. J'avais tout essayé, vraiment. Il y a 2 ans, j'avais demandé à ma mère d'assister à une thérapie familiale avec moi. Elle avait accepté. Nous n'y sommes allés qu'une fois. Au bout de 15 minutes, le thérapeute avait demandé à Diane de décrire un moment où elle s'était sentie fière de moi. Ma mère l'avait fixée, s'était levée et avait dit « Cet homme est clairement partial ». Elle était partie et n'était jamais revenue. Cette nuit-là, Marcus s'est assis à côté de moi, sur le porche. Les grillons stridulaient dans l'obscurité. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a regardée et a prononcé 6 mots qui ont tout changé. Et si elle le faisait vraiment? Je me suis tournée vers lui. Faire quoi? Annuler le mariage, appeler les gens, tout faire disparaître. Je voulais dire que c'était fou, que ma mère était difficile, pas destructrice. Mais le mensonge ne prenait pas forme, car au fond de moi, dans la partie qui avait observé Diane Holloway agir pendant 31 ans, je savais qu'elle était capable de tout ce qu'elle pouvait présenter comme de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. Marcus sortit son téléphone. On fait une deuxième liste. Voici le plan. Notre liste d'invités originale comptait 120 noms. La plupart étaient de la famille, tantes, oncles, cousins, amis de l'église, des gens que ma mère connaissait depuis des décennies, des gens qui répondaient quand elle appelait. La deuxième liste était différente. Margot, ma meilleure amie de l'université, assistante sociale, la personne la plus organisée que j'ai jamais rencontrée, s'en occuperait. 200 noms. Mes collègues de Millbrook General, l'équipe Habitat de Marcus, des voisins qui m'avaient vu grandir, les familles de patients dont j'avais pris soin au service de pédiatrie, des gens qui me connaissaient vraiment, indépendamment du nom qu'on me donnait dans les couloirs. Margot enverrait un message discret à toutes les personnes de la deuxième liste. Réservez la date. Si vous recevez un SMS de ma part samedi matin, venez à l'église à 11h, sans poser de questions. Et si ta mère ne fait rien, dit Marcus, alors nous aurons un magnifique mariage avec 120 personnes. Il marqua une pause. Mais si elle le fait, nous serons prêts. Je le fixai à la lumière du porche. Quelque part au loin,
Un chien aboya 2 fois et s'arrêta. « Tu penses vraiment qu'elle va essayer ?» dis-je. « Bethany, elle a écrit une lettre à mon patron. » Je ne pouvais pas contester cela, alors j'appelai Margot. Elle décrocha avant la deuxième sonnerie, comme si elle m'attendait. 2 semaines avant le mariage, ma fleuriste appela. « Salut Bethany, ta mère a téléphoné ce matin. Elle a dit que tu voulais tout changer pour des lys blancs. » Je serrai le bord du poste de l'infirmière. « Je suis allergique aux lys, Sandra. Ma mère le sait. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, « Oui, j'ai trouvé ça étrange. » 1 heure plus tard, mon photographe appela. « Madame Holloway a dit que vous réduisiez la taille du mariage. Elle veut annuler le deuxième photographe. » N'annulez rien. Ma mère n'est pas responsable de ce mariage. Ce soir-là, je me rendis en voiture chez mes parents. Je n'avais pas appelé avant. Je sonnai à la porte comme une étrangère. Ma mère ouvrit la porte en peignoir, café à la main, l'expression déjà préparée. « Bethany, quelle surprise! As-tu appelé ma fleuriste ?» J'essayais d'aider. « Je n'ai pas demandé d'aide. » Tu ne le fais jamais. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as appelé mes prestataires sans demander. Elle prit une gorgée de café, lente, délibérée. Une mère ne devrait pas avoir à demander. Je gardais ma voix égale. Tout ce que j'avais appris en désamorçant des parents paniqués au service de pédiatrie. Je l'utilisais là, sur le pas de sa porte. « Maman, si tu contactes à nouveau l'un de mes prestataires, tu ne seras pas à mon mariage. » 3 secondes de silence. La lumière du porche bourdonnait. « Tu n'oserais pas, » dit-elle. « Et c'est moi. » Je me retournai et retournai à ma voiture. Avant de l'atteindre, je l'entendis au téléphone à l'intérieur. Étouffé, mais assez clair. 21 minutes plus tard, mon père appela. Sa voix avait ce ton prudent, maîtrisé, celui que Diane lui avait appris. « Ma chérie, ne contrarie pas ta mère. Elle a pleuré toute la journée. Elle a appelé ma fleuriste pour changer mes fleurs pour quelque chose auquel je suis allergique, papa. » Longue pause. Elle essaie juste de s'impliquer. Je raccrochais et j'appelais chacun de mes prestataires ce soir-là pour mettre un mot de passe sur mes comptes. Les appels commencèrent 3 jours plus tard. Pas de ma mère, mais de tout son entourage. Tante Gloria, la sœur cadette de ma mère, appela la première. « Bethany, ma chérie, ta maman dit que tu ne la laisses pas aider pour le mariage. C'est vrai ? Elle a essayé de changer mes fleurs pour quelque chose auquel je suis allergique. » Eh bien, je suis sûre qu'elle ne le pensait pas comme ça. Puis vint cousin Rémi. « Diane dit que tu as été irrespectueuse, Bethany. Elle est vraiment bouleversée par ça. » Puis l'amie de ma mère, Patricia, du cercle de couture de l'église. « Ma chérie, ta maman a été en larmes à l'étude biblique. Elle dit que tu as menacé de la désinviter. » Un par un, ils appelèrent, chacun avec un fragment différent de la même histoire déformée, chacun convaincu d'avoir la vision complète. Le jeudi, tante Gloria rappela. Cette fois, sa voix était plus dure. « Bethany, je vais être honnête avec toi. Si tu coupes les ponts avec ta mère, n'attends personne de cette famille à ton mariage. » Est-ce une menace, tante Gloria ? C'est la réalité, ma chérie. Je m'assis sur le sol de ma cuisine après cet appel, le dos contre le placard, et regardais la liste d'invités scotchée au réfrigérateur. 120 noms. Je passais mon doigt le long des colonnes et comptais. 83 d'entre eux étaient de la famille, ou des proches de la famille. Des gens qui avaient reçu leurs invitations parce que ma mère avait insisté. Des gens qui fréquentaient son église, son club de lecture, ses repas partage. Des gens qui croiraient tout ce que Diane Holloway leur raconterait, parce que Diane Holloway leur avait raconté en premier. La liste des invités n'avait jamais été la mienne. Elle avait été la sienne. J'ai pris mon téléphone et envoyé 2 phrases à Margot Rémy. Commence à confirmer la deuxième liste. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Déjà fait. 187 confirmés. Toujours en train de compter. J'ai lu le nombre 2 fois. J'ai posé mon téléphone. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré à plein poumon.
dimanche soir, 10 jours avant le mariage. Mon téléphone a sonné et l'écran affichait papa, pas parent, pas maman et papa, juste papa. Il n'appelait presque jamais seul. J'ai répondu « Salut papa ». « Salut ma puce ». Sa voix était grave. J'entendais la télévision en arrière-plan, un match de sport. Le volume était baissé, ce qui signifiait que ma mère était dans une autre pièce, ce qui signifiait qu'il avait attendu qu'elle parte avant d'appeler. « Écoute », a-t-il dit, « laisse juste ta maman aider pour quelques petites choses. Ce n'est pas si difficile. » Papa, elle n'aide pas. Elle essaie d'annuler mon mariage. Silence. Je l'ai entendu bouger dans son fauteuil inclinable. Le cuir a grincé. C'est ta mère, Bethany. Elle sait ce qui est le mieux. Elle a essayé de changer mes fleurs pour des lys. Je suis allergique. Elle le sait. Encore du silence. Assez longtemps pour que j'entende le commentateur du match annoncer un retrait sur des prises. Eh bien, a-t-il dit, il y a peut-être eu un malentendu. C'était ça. Le mot qu'il avait utilisé toute ma vie pour masquer chaque cruauté de ma mère. Malentendu. Comme si Diane Holloway faisait jamais quoi que ce soit par accident. Papa, il faut que tu m'écoutes. Maman essaie de contrôler ce mariage. Si elle n'arrête pas, elle ne sera pas là. Maintenant, Bethany, je ne demande pas la permission. Je te le dis. Le plus long silence de ma vie. C'est ta mère, a-t-il répété, plus doucement cette fois, comme si c'était la seule phrase qu'il connaissait. J'ai raccroché et pressé le téléphone contre ma poitrine. Je ne pleurais pas à cause de ma mère, je pleurais à cause de lui. Parce qu'en 61 ans, mon père n'avait jamais une seule fois choisi sa fille plutôt que le tempérament de sa femme. Et j'ai enfin compris. Il ne le ferait jamais. Marcus Weber s'est assis à côté de moi. Il n'a pas parlé. Il a juste tenu ma main dans l'obscurité. « D'accord, ai-je dit. J'en ai fini d'attendre qu'il soit le père dont j'ai besoin. » Le mariage était dans 10 jours, et ma mère venait tout juste de commencer. Ruth Pétion est propriétaire de la cuisine de Ruth sur Main Street depuis 31 ans. Elle l'a ouverte la même année que ma naissance, ce qu'elle aime appeler les 2 meilleures choses que Millbrook ait produites en 1994. Je suis passée au restaurant le mardi suivant pour finaliser la commande de traiteur. Ruth était derrière le comptoir, en train de rouler de la pâte à biscuits, de la farine jusqu'au coude, ses cheveux gris attachés avec un bandana rouge. « Comment ta maman prend-elle tout ça ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. Je me suis appuyée contre le comptoir. Elle rend les choses difficiles. Ruth a arrêté de rouler, a posé le rouleau, s'est essuyé les mains sur son tablier et m'a regardée avec ses yeux sombres et inébranlables. « Laisse-moi te dire quelque chose, » a-t-elle dit. « Il y a 20 ans, ta mère t'a retiré du spectacle de talent de l'école devant tous les parents de cet auditorium. Tu avais 11 ans. Tu as mal prononcé un mot pendant ton discours et elle est montée directement sur scène, t'a attrapé le bras et a dit devant tout le monde « Elle n'est pas prête pour tout ça. » Je m'en suis souvenue. Mon visage a brûlé rien qu'à l'entendre. « Je t'ai vu sortir de ce gymnase la tête baissée, » a dit Ruth. Et je me suis fait la promesse que si jamais j'avais l'occasion de prendre ta défense, je le ferais. Elle a fouillé dans la poche de son tablier et en a sorti une carte de visite. Au dos, elle avait écrit son numéro de portable personnel et un seul mot. Urgence. Quoi qu'il arrive, Bethany, tu m'appelles. J'ai commencé à dire qu'elle n'avait pas à le faire. J'ai nourri la moitié de cette ville pendant 30 ans, a-t-elle dit en reprenant le rouleau. Quand je dis que je serai là, je serai là. Sur le chemin du retour, j'ai mis la carte de Ruth dans mon portefeuille, derrière mon permis de conduire. Je ne savais pas alors à quel point j'en aurais besoin rapidement. Oncle Dean a appelé un mercredi. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 2 mois. Il vivait à Savannah, à 4 heures de route, et nous restions principalement en contact par des cartes d'anniversaire et des messages occasionnels. « Salut, gamine », a-t-il dit. Sa voix était plus rauque que dans mes souvenirs. 64 ans d'une vie passée à se taire y avaient creusé des sillons. J'ai entendu ce que ta mère fait. De qui? Ton papa m'a appelé la semaine dernière, pour la première fois depuis longtemps.
Je me suis assise sur mon lit. Dean et Gerald Holloway avaient été proches quand ils étaient enfants. Mais quand Gerald Holloway a épousé Diane Holloway il y a 35 ans, Dean lui avait dit sans détour « Cette femme va t'isoler de tous ceux qui t'aiment ». Diane Holloway l'a découvert. Elle a coupé Dean de la famille pendant presque une décennie. Il n'a été autorisé à revenir que quand j'avais 8 ans, à condition de ne jamais s'immiscer dans les affaires familiales. « Je veux que tu saches quelque chose », Dean a dit. « Ton papa t'aime. Il n'a juste jamais appris à le montrer sans sa permission. » Je sais. Et j'aurais dû dire quelque chose plus tôt à propos de beaucoup de choses. Je suis désolée, gamine. J'ai tiré sur un fil de mon couvre-lit. « Oncle Dean. »« Oui. »« Viendras-tu à mon mariage ?» Il a ri, un rire court et chaleureux, comme le crépitement d'un bon feu. Rien au monde n'aurait pu m'empêcher de venir. J'ai déjà réservé le vol. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. « Merci », ai-je dit. « Ne me remercie pas. Garde-moi juste une place. » Nous avons raccroché. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai repensé aux 2 appels téléphoniques que j'avais reçus cette semaine-là. La carte de Ruth Pétion dans mon portefeuille. Le vol de l'oncle Dean, déjà réservé. 2 personnes qui voyaient qui était ma mère et qui avaient choisi de me soutenir malgré tout. Je ne savais pas encore que l'oncle Dean ferait quelque chose à mon mariage qui ferait pleurer 200 personnes. Le dimanche matin, une semaine avant le mariage, à l'église baptiste de Millbrook. J'ai failli ne pas y aller. Marcus Weber m'avait dit que je n'étais pas obligée, mais j'avais été assise sur ce banc chaque dimanche pendant 25 ans, et je n'allais pas laisser Diane Holloway me prendre ça aussi. Le service s'est bien passé. Le pasteur Vert a prêché sur la patience. Ironique. Ensuite, tout le monde s'est dirigé vers la salle de convivialité pour le café et les beignets. Une quarantaine de personnes déambulaient, vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche. J'étais en train de verser de la crème dans ma tasse quand ma mère s'est levée d'une chaise pliante au centre de la pièce. Elle a pressé un mouchoir sur son œil. « Je veux juste que vous priez tous pour ma Bethany. » Sa voix s'est brisée aux endroits exacts. Elle traverse une période très difficile. Le mariage pourrait ne pas avoir lieu. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle ces derniers temps. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je pouvais le sentir. 40 pères Dieu, certains compatissants, d'autres curieux, d'autres encore écrivant déjà l'histoire dans leur tête. J'ai posé mon café. Ma main était ferme. « Le mariage aura lieu », ai-je dit. « Samedi dans cette église. J'aimerais beaucoup vous y voir tous. » La main de ma mère, tenant le mouchoir, a baissé d'1 centimètre. « Chérie, tu es confuse. Nous devons en parler en famille. » « Nous ne parlons pas, maman. Tu fais du théâtre et j'en ai assez d'être ton public. » La salle de convivialité est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le bourdonnement de la climatisation. Madame Paternoster, près de la fenêtre, a posé son beignet. Monsieur et Madame Burke ont échangé un regard. Le pasteur Vert se tenait près de la machine à café, observant tout. Le visage de ma mère a affiché 3 expressions en 2 secondes. Le choc, la fureur, puis un masque de dignité blessé. « Je suis juste inquiète pour ma fille », a-t-elle murmuré assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai pris mon café et je suis partie. Après le service, le pasteur Vert m'a trouvée sur le parking. « Bethany, l'église est réservée pour samedi. Votre nom est sur le contrat. Personne ne peut changer cela, sauf vous. » J'ai hoché la tête. « Merci, pasteur. »« Allez célébrer votre mariage, » a-t-il dit. Cette nuit-là, mon téléphone a enregistré 11 appels manqués de ma mère. Je n'en ai pas répondu un seul. À 21h15, un message de Diane Holloway. « Tu m'as humiliée devant toute la congrégation. Tu es égoïste, ingrate, et tu le regretteras toute ta vie. » À 21h42, de Gerald Holloway. « Ta mère n'a pas arrêté de pleurer. Es-tu heureuse maintenant ?» À 22h08, de tante Gloria. « Tu viens de briser le cœur de ta mère en public. Ne m'appelle pas. »
Je me suis assise à ma table de cuisine et je les ai lus un par un. Chaque message brillait sur l'écran comme une petite plaie lumineuse. Je les ai lus de la même manière que je lisais les dossiers de patients au travail, avec soin, de manière clinique, à la recherche des données, sous la détresse. Les données disaient ceci. Chaque personne dans l'orbite de ma mère avait reçu la même version des événements. Bethany était cruelle. Bethany était instable. Bethany avait humilié sa pauvre mère devant toute l'Église. Aucun d'entre eux n'avait été là quand Diane Holloway s'était levée et avait joué son numéro solo. Aucun d'entre eux n'avait entendu ce qu'elle avait dit. Ils avaient juste entendu ce qu'elle leur avait raconté après. Marcus Weber était assis en face de moi, lisant les messages par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit. Il m'a versé un verre d'eau et a attendu. Mon téléphone a sonné à nouveau. « Margot, comment va la liste de secours ?» a-t-elle demandé. Pas de préambule, pas de bavardage. Margot ne perdait pas de mots. « Dis-leur de garder leur samedi », ai-je dit. J'ai déjà envoyé des messages à 80 personnes. Tout le monde a confirmé. Je finirai le reste d'ici le matin. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone. Le nom de Diane Holloway brillait toujours dans la barre de notification. J'ai appuyé longuement sur son contact. Un menu est apparu. Bloquer cet appelant. J'ai tapé dessus. C'était la première fois en 31 ans. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fini mon eau. « Elle va monter en puissance », a dit Marcus Weber. J'ai hoché la tête. « Je sais. » Ensuite, une lettre. Le vendredi soir, la veille de mon mariage, Margot est venue avec des plats à emporter et une bouteille de champagne. Marcus Weber est allé chez son ami. Nous avions décidé de passer la nuit séparément. Une tradition, quelque chose de normal dans un mois qui avait été tout sauf ça. Margot et moi avons mangé du pad thai sur le canapé, regardé un film affreux et nous sommes couchés tôt. J'ai réglé mon réveil pour 6h30. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai dormi profondément et sans rêve pour la première fois depuis des semaines. De l'autre côté de la ville, ma mère était éveillée. J'ai appris les détails plus tard par mon cousin Rémi, par tante Gloria, par les personnes qui avaient répondu à leur téléphone cette nuit-là. Diane Holloway était assise à sa table de cuisine. Devant elle, une copie imprimée de ma liste d'invités de mariage. Elle en avait eu une dès le début parce que c'était elle qui m'avait aidé à la compiler. À partir de 22h, elle a commencé à appeler un par un. 120 appels. « Bonjour, ici Diane Holloway, la mère de Bethany. Je suis vraiment désolée de vous annoncer cela, mais le mariage est annulé. Bethany traverse une crise de santé mentale. Nous demandons de l'intimité. Merci de ne pas la contacter pour le moment. » Le même texte, la même voix tremblante, le même mensonge répété 120 fois entre 22h et 2h du matin. Certaines personnes l'ont interrogée. « Est-ce que Bethany va bien? Devrions-nous l'appeler ?» Ma mère a dit non. Elle a dit que la famille avait besoin d'espace. Elle a dit que contacter Bethany ne ferait qu'empirer les choses. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable du salon. La télévision était allumée. Il a entendu chaque appel. Il n'a pas dit un mot. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a pas pris son propre téléphone. Mais 3 personnes sur la liste des invités, ne parvenant pas à me joindre, ont appelé Margot à la place. À 1h du matin, le téléphone de Margot s'est allumé. Elle était déjà éveillée. Samedi 12 octobre, 6h30. J'ai ouvert les yeux, tendu la main vers mon téléphone et éteint le réveil. Le verre de champagne de la veille était vide sur la table de nuit. Margot était déjà levée. J'entendais le café couler dans la cuisine. Puis, j'ai désactivé le mode silencieux. 47 messages textes, 23 appels manqués. J'ai ouvert le premier message de Linda Martinez, ma collègue de l'hôpital général de Millbrook. « Bethany, ta mère m'a appelé hier soir. Le mariage est-il vraiment annulé ?» Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler message après message. La même question, formulée différemment. « Est-ce vrai? Tu vas bien?
Ta mère a dit que tu faisais une dépression. Margot est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle était déjà habillée, coiffée, ses boucles d'oreilles en place. Elle l'a fait, ai-je dit. Je sais. Je suis debout depuis 1 heure. À quel point? Elle a appelé chaque personne de ta liste, les 120. Certains m'ont appelé quand ils n'ont pas pu te joindre. Je me suis assise sur le bord du lit. La housse de ma robe de mariée pendait à la porte de l'armoire. Les chaussures étaient alignées en dessous. Les fleurs devaient arriver à 8 heures. Combien en avons-nous? Ai-je demandé. 212 confirmés sur la liste de secours. Les premiers sont déjà en route. Je me suis levée, suis allée à la salle de bain, me suis lavé le visage, me suis regardée dans le miroir, yeux rouges, cheveux en bataille, le visage d'une femme dont la mère venait d'essayer d'effacer le mariage de l'existence. J'ai conduit jusqu'à l'église. Margot a suivi. Les portes étaient ouvertes. Le fleuriste était venu tôt. Des pivoines blanches sur chaque banc. L'autel encadré de verdure. C'était magnifique et c'était complètement vide. Pas une seule personne sur 120 sièges. Mon téléphone a vibré. Un message de Gerald Holloway. Rentre à la maison. Aucune fille à moi ne se marie sans ma permission. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone sur le banc, le plus proche. Et je suis allée enfiler ma robe de mariée. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Debout dans cette église vide, je n'étais plus en colère contre ma mère. J'étais libre parce que pour la première fois, je ne jouais pas pour son public. J'étais sur le point de rencontrer le mien. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour vivre votre vie, restez avec moi. La suite de cette histoire est pour vous. 8h15. J'étais dans la loge de l'église, boutonnant la dernière perle de ma manche, quand j'ai entendu un moteur diesel gronder sur le parking. Les freins ont crissé. Une porte a claqué. Puis des pas rapides, lourds, déterminés, résonnant dans le couloir latéral. Ruth Pétion est apparue dans l'embrasure de la porte. 68 ans. Un tablier blanc sur une robe bleu marine, des fleurs toujours sur son coude gauche. Derrière elle, 3 membres de son personnel de restaurant portaient des plateaux en aluminium empilés par 4. Elle a regardé la salle de réception vide à travers la porte ouverte, m'a regardé dans ma robe de mariée, sans poser une seule question. J'ai apporté assez de nourriture pour 300 personnes, a-t-elle dit, juste au cas où. Elle s'est retournée et a commencé à diriger son équipe. Des plateaux sur les tables, des nappes sorties d'une boîte de son camion, des serviettes, des ustensiles de service, un grand récipient de 38 litres de thé sucré. Elle se déplaçait dans cette église comme une femme qui s'était préparée à cela toute sa vie. Je me tenais dans l'embrasure de la loge, une main sur le cadre, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. « Ruth », ai-je dit. Ma voix s'est brisée sur son nom. Elle s'est arrêtée, est revenue vers moi, a posé ses 2 mains saupoudrées de fleurs sur mes épaules. « Margot m'a appelée à 2 heures du matin », a-t-elle dit. J'étais déjà éveillée. J'attendais que ta mère fasse quelque chose. Tu n'avais pas à le faire. Cette femme t'a beaucoup pris, ma chérie. Ruth Pétion a serré mes épaules une fois, fermement, régulièrement. Elle ne prendra pas aujourd'hui. Puis elle s'est retournée et est retournée installer le buffet comme si de rien n'était. J'ai pleuré, debout dans ma robe de mariée, le mascara coulant sur mon visage à 8h20 du matin. J'ai pleuré parce que j'avais passé toute ma vie à essayer d'obtenir l'approbation de ma mère. Et voici une femme de 68 ans qui m'avait donné quelque chose de mieux sans que je le demande. Elle s'était montrée. 8h45. Margot a retouché mon mascara pendant que j'étais assise sur une chaise pliante et que j'essayais de respirer. Par la fenêtre, j'ai observé le parking. La première voiture était une Honda Civic argentée, puis un pick-up rouge, puis un monospace blanc, puis 4 autres voitures, toutes arrivant à quelques minutes d'intervalle. 12 infirmières du service de pédiatrie de l'hôpital général de Millbrook ont franchi la porte principale de l'église dans leurs plus belles robes et chemises repassées. Linda Martinez, infirmière en chef de nuit,
menait le groupe. Elle portait un bouquet mixte que j'ai immédiatement reconnu. Moitié fleurs naturelles, moitié arrangement en soie de la salle d'attente de l'hôpital. La moitié de l'équipe de nuit avait échangé ses horaires pour être ici, a dit Linda Martinez en me tendant le bouquet. N'ose pas pleurer à nouveau et gâcher ce mascara. J'ai ri. C'était le premier son vraiment authentique que j'avais produit depuis des jours. Derrière les infirmières est arrivée l'équipe Habitat de Marcus Weber. 7 hommes et 3 femmes en jeans propres et cravate, l'air légèrement mal à l'aise dans une église. Derrière eux, des voisins de la rue des Bouleaux, les Henderson, les Moore, le vieux monsieur Callaway, qui m'avait regardé faire du vélo quand j'étais enfant. À 9 heures, une femme que je n'ai pas reconnue tout de suite est entrée, tenant la main d'un petit garçon. Elle m'a vue et ses yeux se sont remplis de larmes. « Bethany, a-t-elle dit, je suis Sarah Blanchet. Mon fils Caleb était dans votre unité de soins intensifs le printemps dernier. Vous êtes resté avec lui pendant 9 heures quand son niveau d'oxygène a chuté. Je me suis souvenu. 4 ans. Pneumonie. Vous avez sauvé la vie de mon fils, a dit Sarah Blanchet. Je n'allais pas manquer votre mariage. 9h15, 80 personnes. 9h30. Les voitures s'alignaient sur la route parce que le parking était plein. Margot se tenait près de l'entrée avec un presse-papier, vérifiant les noms, dirigeant les gens vers leur siège. Les bancs vides se sont remplis un par un, mais il y avait une chaise au premier rang, toujours vide, et je n'étais pas sûre que quelqu'un la remplirait. 9h45. L'église était pleine. Marcus Weber se tenait à l'autel dans un costume gris, les mains jointes, les yeux rouges mais stables. Pasteur Vert avait sa Bible ouverte. Margot m'a fait un signe du pouce levé depuis le dernier rang. J'étais dans le vestiaire, le voile épinglé, le bouquet à la main. Cet hybride de fleurs d'hôpital et de pivoine naturelle que Linda Martinez avait réussi à rendre magnifique. Quand la porte s'est ouverte, Margot est entrée. « Quelqu'un est là, pour vous voir. » Elle s'est écartée. Oncle Dean se tenait dans l'embrasure de la porte, 64 ans, costume gris, légèrement trop grand aux épaules. Il avait conduit 4 heures depuis Savannah. Ses yeux étaient humides, avant même qu'il ne dise un mot. « J'aurais dû être là pour toi il y a longtemps, a-t-il dit. Puis-je t'accompagner jusqu'à l'hôtel ? Ma gorge s'est nouée. Oncle Dean, vous n'êtes pas obligé. Je le veux depuis 30 ans. J'ai pris son bras. Il m'a tapoté la main comme Gérald le faisait quand j'étais petite. Et quelque chose dans ce geste a failli me briser. Nous sommes entrés dans le couloir. À travers les portes doubles, je pouvais voir l'église bondée. Chaque banc était occupé et il y avait des places debout à l'arrière. Quelqu'un avait ouvert les portes latérales parce qu'il n'y avait pas assez de sièges. Linda Martinez a appuyé sur « Lecture » sur une enceinte Bluetooth posée en équilibre sur le rebord de la fenêtre. La chanson était légèrement trop forte et l'enceinte grésillait sur les notes aiguës. C'était parfait. Nous avons marcuché. 214 personnes se sont levées. J'ai entendu Ruth Pétion se moucher quelque part à gauche. J'ai entendu le petit garçon de Sarah Blanchet dire « Maman, c'est la gentille infirmière. » Oncle Dean s'est penché près de moi alors que nous atteignions l'hôtel. Sa voix était à peine un murmure. « Ton père est dehors sur le parking. Il n'a pas pu entrer. » J'ai regardé Marcus Weber. Il pleurait silencieusement. Aucun son, juste des larmes coulant dans son sourire. J'ai pris sa main et j'ai avancé. Pasteur Vert a regardé l'assemblée et a souri. « Nous sommes ici aujourd'hui, » a-t-il dit, « parce que l'amour s'est manifesté malgré tout, même quand le plan s'est effondré. » Un murmure d'amen a parcouru la pièce. Marcus Weber a prononcé ses vœux en premier. Il n'a pas lu sur une carte. Il m'a regardé et a parlé comme il le fait toujours, simplement, directement, comme s'il me racontait quelque chose d'important autour d'un café. « Bethany, je construis des choses pour gagner ma vie. Aujourd'hui, je construis une vie avec toi,
et personne ne pourra démolir cela. J'ai entendu Linda Martinez murmurer « Oh mon Dieu !» depuis le 3e rang. Puis ce fut mon tour. J'avais écrit mes vœux 3 fois et jeté toutes les versions. Alors, j'ai dit ce qui était vrai. Marcus, tu as été la première personne à me dire que je n'avais pas besoin de permission pour être heureuse. Cela m'a pris du temps, mais je te crois maintenant. 214 personnes ont applaudi. Ruth Pétion pleurait ouvertement. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Monsieur Callaway, de la rue des Bouleaux, a fait un sifflement à 2 doigts, qui a résonné sous le plafond voûté. Le bouquet de Linda Martinez se défaisait, et elle le tenait d'une main tout en applaudissant de l'autre. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, a dit Pasteur Vert, par l'État de Géorgie et cette communauté ici présente, je vous déclare maintenant mari et femme. Marcus Weber m'a embrassée. L'église a éclaté en acclamations. Margot a compté les têtes sur son presse-papier. 214, près de 100 de plus que ma liste d'invités initiale. J'ai tenu la main de Marcus Weber et j'ai regardé vers la fenêtre latérale. À travers la vitre, je pouvais voir le bord éloigné du parking. Le camion bleu de mon père était garé sous le chêne. Moteur éteint, siège conducteur occupé. Il était venu, mais il n'était pas entré. J'ai regardé le camion de mon père pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai regardé mon mari et j'ai choisi d'aller de l'avant. La réception a eu lieu dans la cour latérale de l'église, sous une canopée de vieux chênes verts. L'équipe de Ruth Pétion avait installé 2 longues tables avec assez de nourriture pour nourrir toute la ville. Poulet frit, choux verts à feuilles, petits pains, 3 sortes de tartes différentes. Quelqu'un de l'équipe Habitat de Marcus Weber a apporté une enceinte portable et a branché une playlist de musique country qui sautait une chanson sur 3. Personne ne s'en souciait. Les gens dansaient sur l'herbe dans leurs chaussures du dimanche. Le petit Caleb Blanchet courait entre les tables, un petit pain dans chaque main. Monsieur Callaway racontait à quiconque voulait l'entendre qu'il avait su que Marcus Weber était un homme bon dès l'instant où il avait réparé gratuitement le toit de Ruth Pétion. Vers midi, les premiers retardataires de la liste d'invités initiale ont commencé à arriver. Mon cousin Rémi est arrivé sur le parking dans son pick-up, l'air confus. Il m'a trouvé près de la table des desserts. « Bethany, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ta mère a dit que c'était annulé. Est-ce que ça a l'air annulé, à ton avis ?» Il a regardé autour de lui. 200 personnes mangeaient, riaient, dansaient. Son visage a exprimé quelque chose de compliqué. Elle a menti. Elle a appelé chaque personne sur ma liste d'invités à 2 heures du matin pour leur dire que j'étais en pleine dépression nerveuse. Rémi a retiré sa casquette, s'est frotté la tête, puis l'a remise. « Je suis désolée, Bethany. » 3 autres familles de l'église sont arrivées vers 1 heure, chacune avec la même histoire, chacune avec la même expression stupéfaite en voyant la foule. Madame Patterson, la femme qui avait posé son beignet dans la salle paroissiale, dimanche dernier, m'a trouvée près de la piste de danse. Elle m'a pris les 2 mains. « Diane nous a dit que tu étais malade, » a-t-elle dit. « Nous aurions dû t'appeler d'abord. » Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité se tenait là, dans cette cour. 214 témoins qui s'étaient présentés parce qu'ils me connaissaient, pas parce que ma mère les avait appelés. En fin d'après-midi, la réception touchait à sa fin. Quelqu'un avait apporté des cierges magiques et quelques-uns des gars de l'équipe Habitat apprenaient aux enfants à écrire leur nom dans l'air. Je me suis éloignée du bruit et j'ai marcuché jusqu'au bord lointain de la cour, où l'herbe rejoignait le chemin de gravier. Marcus Weber m'a suivi. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui, j'ai une chose à faire. » J'ai sorti mon téléphone, débloqué le numéro de ma mère, non pas pour la laisser revenir dans ma vie, mais juste pour envoyer un message. Je l'ai tapé, debout dans ma robe de mariée, pieds nus sur l'herbe, avec le son de 200 personnes qui célébraient derrière moi. « Maman, je me suis mariée aujourd'hui. C'était magnifique. 214 personnes sont venues. Aucune d'entre elles n'était parmi celles que tu as appelées. Je veux que tu saches que je ne te déteste pas. Je te comprends.
Mais te comprendre ne signifie pas que je te laisserai continuer à me faire du mal. C'est ma limite. Ne me contacte pas, ni Marcus Weber, ni personne dans notre vie, avant d'avoir terminé au moins 6 mois de thérapie individuelle avec un thérapeute agréé. Je ne répondrai pas aux appels, aux messages ou aux visites avant cela. Je t'aime, mais je m'aime davantage maintenant. Bethany. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai regardé l'écran. Envoyer. Pas de confirmation de lecture. J'ai bloqué son numéro à nouveau. Marcus Weber a lu le message par-dessus mon épaule. Il n'a pas commenté les mots. Il a simplement passé son bras autour de moi, et nous sommes restés là 1 minute, à regarder les cierges magiques tracer des lignes lumineuses dans l'air qui s'assombrissait. « Ça va » a-t-il demandé à nouveau. « Ça va mieux que bien. » Il a embrassé le sommet de ma tête. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis retournée à mon mariage. L'enceinte ne sautait plus de chansons. Linda Martinez apprenait à Ruth Pétion la danse en ligne. C'était, à tous égards, le plus beau jour de ma vie. 1 semaine après le mariage, Millbrook a fait ce que font les petites villes. Ça a parlé. Les histoires se sont répandues comme elles le font toujours dans les villes de 8000 habitants. Vite, de manière désordonnée et dans toutes les directions à la fois. Dès lundi, tout le monde à l'église baptiste savait que Diane Holloway avait appelé 120 personnes au milieu de la nuit pour dire que sa fille était mentalement instable. Dès mercredi, ils savaient que c'était un mensonge. 3 familles se sont retirées du comité de bénévoles que Diane avait dirigé pendant 9 ans. Pasteur Vert l'a appelé personnellement et lui a suggéré de prendre du recul par rapport au conseil des événements de l'Église. Il a utilisé le mot « sabbatique ». Tout le monde a compris ce que cela signifiait. Les femmes qui avaient l'habitude de s'asseoir avec Diane au café de la rue des Chênes ont commencé à laisser une chaise vide entre elles et elle. Pas de manière dramatique, pas avec une annonce. Elles se sont simplement décalées. Ruth Pétion a vu Diane Holloway, au supermarché, le samedi suivant. Elles se sont retrouvées au rayon boucherie en même temps. Ruth n'a pas dit un mot. Elle a regardé Diane, a soutenu son regard juste assez longtemps, puis s'est détournée. Tante Gloria m'a appelée pour la première fois depuis son message. Ne m'appelle pas. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Ta mère m'a raconté des choses qui n'étaient pas vraies. Je sais, ai-je dit. Merci d'avoir appelé. Cette même semaine, Diane a publié une photo sur Facebook, une vieille image de moi à 6 ans assise sur ses genoux. La légende disait « Mon cœur est brisé. S'il vous plaît, priez pour notre famille. » J'en ai entendu parler par Margot. 4 j'aime, 0 commentaire, pas d'émoji de main en prière, rien. Puis Gérald a appelé. Sa voix était fatiguée d'une manière que je n'avais jamais entendue. Pas épuisée, mais vidée, comme celle d'un homme qui avait enfin cessé de fuir quelque chose. « J'ai vu les photos, a-t-il dit. Tu étais magnifique, ma petite. » Puis le silence, une longue pause creuse, et il a raccroché. 1 mois après le mariage, mon oncle Dean a appelé. « Ton père est passé chez moi hier soir, a-il dit. C'était la première fois en 5 ans. Il s'est assis sur ma véranda et n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Presque rien. Il a bu une demi-bière. Il a fixé la cour. Puis il m'a posé une question. J'ai attendu. L'ai-je perdu? Les mots me frappèrent quelque part dans les côtes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité. J'ai répondu. Je ne sais pas, Gérald. C'est à Bethany de décider. Je suis restée longtemps avec cette pensée après que nous ayons raccroché. Je ne me sentais pas satisfaite. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais comme une femme qui avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait jamais nommer entièrement, le fantasme du père que j'aurais voulu qu'il soit. L'oncle Dean m'en a dit plus au cours des semaines suivantes. Gérald avait commencé à faire des promenades matinales seul, chose qu'il n'avait jamais faite. Diane dictait toujours leur emploi du temps, leurs repas, leur calendrier social. Mais maintenant, il marcuchait seul jusqu'au café de la rue Oak, commandait un café noir et s'asseyait à une table de coin pour lire le journal.
Les voisins l'ont remarqué. Henry Moore a dit à l'oncle Dean qu'il avait vu Gérald assis là 3 matins de suite, seul, l'air d'un homme qui venait d'emménager dans une nouvelle ville et ne connaissait encore personne. Je pense que me perdre a été la première fois que mon père a réalisé qu'il se perdait lui-même depuis 35 ans, que le fauteuil inclinable, les matchs de sport, les dîners silencieux, ce n'était pas la paix. C'était un homme qui avait échangé sa voix contre le silence il y a si longtemps qu'il avait oublié en avoir jamais eu une. Beaucoup de gens me demandent « Ton père t'a-t-il recontacté ?» La réponse est compliquée. 3 mois après le mariage, le monde de ma mère s'était visiblement rétréci. Elle avait perdu sa position au conseil des événements de l'Église, officiellement un retrait volontaire. Mais tout le monde à Millbrook connaissait la vérité. Le comité de bienfaisance qu'elle avait coprésidé pendant une décennie a tenu des élections et a choisi quelqu'un d'autre. Son échange annuel de biscuits de Noël, qu'elle organisait chaque décembre depuis mon enfance, a eu lieu sans elle pour la première fois. Mais Diane Holloway ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas appelé de thérapeute. Elle s'est mise en colère. L'oncle Dean m'a dit qu'elle racontait à quiconque voulait encore l'écouter que Marcus Weber m'avait fait un lavage de cerveau, que j'avais été manipulée par des étrangers et qu'un jour je retrouverais mes esprits et rentrerais à la maison. J'ai entendu ces choses de seconde main par l'oncle Dean, par Margot, par la rumeur discrète d'une petite ville. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà fait son œuvre. 214 personnes l'avaient vue en personne. Diane n'est pas allée en thérapie. Elle n'a pas rempli ma seule condition. Mon téléphone est resté silencieux. La limite a tenu. Certaines personnes voulaient une fin différente à cette partie. Elles voulaient que je dise que ma mère s'était effondrée, m'avait appelée en sanglotant, s'était présentée à ma porte avec des excuses et une volonté de changer. Cela ferait une plus jolie histoire. Mais c'est ma vie. Et dans ma vie, certaines personnes choisissent la colère plutôt que la responsabilité. Certaines personnes préfèrent perdre leur fille plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. Je n'ai pas établi cette limite pour la punir. Je l'ai établie pour survivre. Et chaque matin où je me réveillais dans une maison où personne ne surveillait mes appels, ne critiquait mes choix ou ne me disait que je n'étais pas assez bien. Chaque matin comme celui-là était la preuve que cela fonctionnait. 6 mois passèrent. Marcus Weber et moi avons acheté une maison à 6,5 km de Millbrook. Une maison à rénover de 3 chambres, avec une véranda grillagée et un jardin assez grand pour un chien. Marcus Weber a passé les week-ends à reconstruire la balustrade de la véranda. J'ai planté des tomates qui n'ont pas survécu à la première gelée et les ai replantées au printemps. Ruth Pétion a commencé à venir pour le dîner du dimanche. Chaque semaine, sans faute, elle apportait une tarte ou un gratin et restait pendant 3 heures. Et nous mangions à la table de la cuisine pendant que Marcus Weber lui posait des questions sur la gestion d'une entreprise, auxquelles elle répondait avec la patience d'une femme qui attendait depuis des décennies que quelqu'un s'y intéresse. Les dîners du dimanche sont devenus une habitude. Margot venait d'Atlanta 1 fois par mois. Linda Martinez venait avec son mari. Les Anderson de la rue Birch se montraient si souvent que leur fille a commencé à m'appeler Tante Bethany. C'était une famille construite de toutes pièces, unie par choix. En février, j'ai dit à Marcus Weber que j'étais enceinte. Il a posé sa perceuse, a traversé la chambre d'enfant à moitié aménagée et m'a tenue, sans rien dire, pendant environ 4 minutes. Quand il s'est finalement reculé, il pleurait, des larmes de joie, le genre silencieux qui coule droit. Margot a revendiqué le titre de Tante Margot avant même la première échographie. J'ai accroché notre photo de mariage dans le salon. Pas une photo professionnelle. L'une des infirmières l'avait prise avec son iPhone. L'angle était légèrement décalé. L'éclairage était dur. Mais dans le cadre, 214 personnes s'étaient empressées dans une petite église baptiste. Chaque visage tourné vers Marcus Weber et moi. Chacun d'eux souriant. Personne sur cette photo ne jouait un rôle. Personne ne soignait son image. Ils étaient juste là. Ma famille ne s'est pas réduite après le mariage. Elle est devenue
réel. 8 mois après le mariage, j'ai trouvé quelque chose dans la boîte aux lettres. Pas un SMS, pas un message vocal, une carte postale. Le recto montrait une perche à grande bouche peinte, sautant hors d'un lac. Le genre que l'on trouve sur un présentoir tournant de station-service près de l'autoroute. Le genre de celle dont mon père et moi nous moquions en allant au quai de pêche quand j'avais 12 ans. Je l'ai retournée. Son écriture, serrée, tout en majuscules, était la même que celle avec laquelle il avait étiqueté tout dans le garage toute ma vie. Je suis fière de toi, papa. 5 mots. Aucune explication, aucune excuse, aucune mention de ma mère. Je suis restée devant la boîte aux lettres, tenant cette carte postale pendant longtemps. Le facteur était déjà 2 maisons plus loin. Un cardinal était posé sur la clôture et me regardait comme s'il avait quelque chose de mieux à faire. Je suis entrée, me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Puis, j'ai mis la carte postale dans le tiroir de la cuisine où je garde les choses importantes. La recette que Ruth Pétion m'avait écrite sur une serviette en papier, l'impression de l'échographie, les vœux de Marcus Weber sur un morceau de papier de cahier plié. Je n'ai pas rappelé mon père. Je n'étais pas prête. Mais je n'ai pas jeté la carte postale. Dean m'a dit plus tard que Gerald Holloway avait commencé à consulter un thérapeute. Seulement 2 séances jusqu'à présent. C'était 2 de plus que toutes celles qu'il avait faites de toute sa vie. Le cabinet du thérapeute se trouvait dans la ville voisine. Dean a dit que Gerald Holloway conduisait 25 minutes à l'aller comme au retour, parce qu'il ne voulait pas que Diane Holloway le sache. Mon père n'est pas encore prêt, et moi non plus. Mais au moins, il utilise ses propres mots maintenant, pas les siens. Cette carte postale est dans le tiroir, en attente. De la même manière que j'ai attendu pendant 31 ans, sauf que maintenant, les conditions sont les miennes. Je pensais qu'établir une limite signifiait que j'étais une mauvaise fille, que mettre de la distance entre ma mère et moi était un défaut de caractère, quelque chose d'égoïste, quelque chose de brisé en moi. J'ai porté cette conviction la majeure partie de ma vie comme une pierre dans ma poche, assez lourde pour être sentie, mais assez petite pour être ignorée. Je ne la porte plus. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez Diane Holloway en quelqu'un que vous aimez, une mère, un père, un frère ou une sœur, n'importe qui, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne suis pas thérapeute. Je suis une infirmière en pédiatrie d'une petite ville de Géorgie qui s'est mariée dans une église pleine de gens que sa mère n'avait pas invités. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un sûr par amour. Vous pouvez être présent à chaque fois. Vous pouvez pardonner chaque mensonge. Vous pouvez absorber chaque insulte, rappeler à chaque appel, assister à chaque dîner. Et ils choisiront toujours le contrôle plutôt que la connexion, parce que c'est le seul langage qu'ils connaissent. La seule personne que vous pouvez mettre en sécurité, c'est vous-même. Mon mariage n'était pas parfait. Les fleurs étaient à moitié en soie, provenant d'une salle d'attente d'hôpital. Le gâteau venait du restaurant de Ruth Pétion. Un 4/4 au citron, pas celui à 3 étages en pâte à sucre que j'avais commandé à l'origine. Mon oncle a pleuré pendant toute la marcuche dans l'allée. Le haut-parleur crépitait. La nourriture était servie sur des plateaux en aluminium. Et la meilleure photo de toute la journée est floue. Mais chaque personne dans cette église avait choisi d'être là. Personne n'avait été culpabilisé. Personne n'avait été menacé. Personne ne jouait un rôle. Voilà à quoi ressemble l'amour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je l'ai racontée non pas parce que je voulais me venger. Je l'ai racontée parce que, quelque part, quelqu'un avait besoin d'entendre qu'il n'avait pas besoin de permission. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour construire une vie qui vous appartient. Une dernière chose avant de partir. Si mon histoire vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous êtes, je veux avoir de vos nouvelles.